Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces de la mort de Napoléon. Pour les Français, la tentation a toujours été grande de rendre les Anglais responsables du décès de l'empereur, soit par une action directe d'Hudson Law, soit en réponse des déplorables conditions de vie à Longwood. En réaction, comme cette attitude que certains ont cherché à voir en ce décès un règlement de compte entre Français. En dehors de tout écrit partisan, le moment semble venu de faire un point sur cette question. Vous voulez en savoir plus sur la mort de Napoléon? Venez avec moi. Le 18 juin 1815, la défaite de Waterloo scelle le destin de Napoléon. Après son abdication, il envisage d'abord de prendre la route des États-Unis. Désireux de se débarrasser définitivement de la menace qu'il représente, les Anglais lui réservent cependant un tout autre sort. L'exilé à plus de 7000 km de Paris sur une petite île inhospitalière de l'Atlantique Sud baptisée Sainte-Hélène. C'est donc sur ce caillou au climat humide, incrusté au large de l'Afrique, dans la modeste demeure de Longwood, si éloignée des 47 palais impériaux dont il disposait, lorsqu'il régnait sur l'Europe, que Napoléon est désormais condamné à finir ses jours. Durant les 5 années et demie qu'il a passées à Sainte-Hélène, Napoléon ne fut pas frappé d'une unique maladie qui lui fut fatale, comme on a tendance à simplifier, mais d'une série de malaises puis de maladies conduisant graduellement à une dégradation de son état de santé général et de sa vitalité. Durant l'année 1816 et la première moitié de l'année 1817, la santé de Napoléon se dégrade, mais semble-t-il ni plus ni moins que celle de ses compagnons. Le climat désagréable de Longwood, les pauvres ressources alimentaires et les conditions d'hygiène à Sainte-Hélène provoquent de graves désordres, notamment intestinaux, chez les arrivants européens. Parmi les soldats et marins britanniques, la mortalité est très importante, de l'ordre de 7% par an. Le général Gorgo, le premier à atteindre, ne nous fait grâce d'aucun détail dans son journal. Napoléon commence à consulter à partir de mai 1816 pour des insomnies, des maux de tête, des douleurs. Ces troubles ont des répercussions sur son moral, il est triste et nerveux. Les périodes de travail et de malaise variés se succèdent jusqu'en septembre 1817. À partir de cette date, les symptômes deviennent de plus en plus prononcés, et Napoléon se plaint de douleurs dans le côté droit de l'abdomen. Tous les témoins constatent un important gonflement de ses chevilles et la faiblesse de ses membres inférieurs. Le médecin diagnostique un état hépatique, administre du calomène, médicament très utilisé à base de chlorure mercurure, et commence à rédiger des rapports dont la transmission au gouverneur déclenche la colère de l'empereur. Dans la nuit du 16 au 17 janvier 1819, Napoléon est très malade, au point que Bertrand et Motolon craignent le pire. Ils sollicitent la visite du docteur Stokowé, qui porte un diagnostic d'hépatite qui lui attirera de graves ennuis et dont les circonstances contribueront à conforter le gouvernement dans son opinion que la maladie de Napoléon est vraisemblablement une simulation. En arrivant à Longwood en septembre 1819, le docteur Anto Marchi, à son tour, diagnostique une maladie de foie et recommande à l'empereur de faire des exercices physiques. Ce conseil est suivi, l'amélioration est sensible, mais la rémission est de courte durée. Les malaises reprennent au milieu de 1820. Début octobre, Napoléon tente une sortie à cheval, la dernière, qu'il ne peut terminer. La maladie fait des progrès effrayants. Douleurs dans l'abdomen, côté droit, et dans l'épaule. Fièvre, toux, froid glacial dans les jambes, gingivite, alternance de diarrhée, de constipation, etc. Le 1er janvier 1821, tous les proches de l'empereur pressentent que la situation ne peut durer une année supplémentaire. Le samedi 5 mai 1821, il fait encore jour et le vent souffle doucement. Posée sur la cheminée de la chambre de Longwood, la petite pendule s'est pourtant arrêtée définitivement sur 5h49 de l'après-midi. Après 6 années d'exil et une terrible agonie de 2 mois, le vainqueur d'Austerlitz vient de s'éteindre à l'âge de 51 ans, 8 mois et 20 jours. D'abord enterré à Sainte-Hélène, dans la paisible vallée du Géranium, le corps de Napoléon sera une vingtaine d'années plus tard ramené sur le sol français afin de reposer sous le dôme des Invalides dans sa dernière demeure. C'est au siècle suivant, dans les années 1960, qu'une surprenante théorie est formulée pour la première fois par le docteur Sten Forensfund, un dentiste suédois. Selon lui, les symptômes de la maladie de l'empereur scrupuleusement consignés dans ses mémoires par Marchand, son premier valet de chambre, correspondent à une intoxication chronique à l'arsenic. Il s'agit cependant de le prouver.
Comme ce poison mortel a pour caractéristique de se fixer dans les cheveux lorsqu'il est absorbé par l'organisme, notre médecin va donc se mettre en quête de cheveux de Napoléon afin de procéder à des analyses. Les résultats sont à la hauteur de ses espérances. Un cheveu coupé au lendemain de sa mort révèle un taux d'arsenic particulièrement élevé. Curieusement, l'analyse d'un cheveu prélevé en 1805, bien avant son décès, donne cependant un résultat identique. Pour Forrest Fund, cela confirme que l'homme le plus célèbre de son temps fait l'objet de plusieurs tentatives d'empoisonnement. Le lieu et l'arme du crime, pour ce Cluedo historique, semble désormais connu. Une dernière question demeure. Qui a tué Napoléon ? Pour notre dentiste suédois, un nom s'impose immédiatement, Montholon. Il est vrai que le général comte de Montholon a tout d'un suspect parfait. Volontiers menteur et manipulateur, ce militaire qui accompagne l'empereur dans son exil n'est guère sympathique aux yeux des historiens napoléoniens. Quel serait cependant le mobile de son crime ? Vengeance, jalousie, cupidité, affirme le dentiste suédois. Vengeance, car en 1812, il a été révoqué de ses fonctions de ministère par Napoléon. Jalousie, en raison de la supposée liaison que celui-ci entretient à Sainte-Hélène avec son épouse Albine. Cupidité, enfin, car en tant que premier bénéficiaire du testament impérial, il hérite à sa mort de la coquette somme de 2 millions de francs. L'hypothèse de l'empoisonnement intentionnel est cependant crédible. Reste-t-elle à l'examen des preuves dont disposent les historiens ? Pas vraiment. La présence d'arsenic dans les cheveux de l'empereur a pu être causée par de nombreux facteurs. On en trouvait dans la colle et les pigments du papier peint de Longwood, dans le bois traité utilisé pour se chauffer, dans les conservateurs de vin de Constance dont raffolait Napoléon, ou encore dans les médicaments qu'il prenait. En 1998, une analyse de l'eau courante de Sainte-Hélène a par ailleurs mis en évidence un taux d'arsenic naturellement très élevé. Comment expliquer alors la présence de ce poison dans les cheveux prélevés en 1805, bien loin de l'île de Sainte-Hélène ? Là encore, une explication simple peut être proposée. À cette époque, les tirs des armes à feu libéraient de l'arsenic dans l'air durant les batailles. Celui-ci pouvait ensuite aisément venir se fixer sur les cheveux des soldats et de l'empereur. De nombreux éléments expliquent rationnellement la dégradation de la santé de Napoléon et sa disparition prématurée. Longwood n'a en effet rien d'un petit paradis. Les rats pullulent sur ce plateau perpétuellement battu par des vents humides et froids. Isolé à l'autre bout du monde, désormais maître d'un royaume dérisoire, l'empereur déchu est par ailleurs lentement gagné par une dépression qui détériore sa santé. Dans la dernière partie de sa vie, Napoléon montre clairement tous les signes du développement d'un cancer de l'estomac. Douleur abdominale, transpiration intense, fièvre, vomissement. S'agit-il des causes de sa mort ? Réalisée au lendemain de son décès, l'autopsie vient en effet confirmer la présence d'un ulcère potentiellement cancéreux, responsable d'une perforation de l'estomac. 2 jours avant la disparition de Napoléon, constatant la dégradation de son état, le médecin anglais Arnaud intervient. Il lui fait administrer contre l'avis du docteur Andromaque, au service de l'empereur, un remède à base de mercure destiné à le soulager. Ses effets seront catastrophiques et l'on considère aujourd'hui qu'il hâte de quelques jours l'issue fatale en provoquant une sévère hémorragie. Si Napoléon ne semble donc pas mort des conséquences directes d'un empoisonnement, peut-on pour autant affirmer que l'évolution de sa maladie n'a pas été accélérée par l'absorption d'un poison ? Impossible de le dire. Omniprésent dans son environnement, l'arsenic a-t-il pu dégrader son état ? De nouvelles analyses sont en cours, mais pour l'heure, le mystère de Sainte-Hélène demeure. Comme on l'a vu, la présence de l'arsenic ne semble pas avoir été la cause principale de la mort de Napoléon. Quoi qu'il en soit, 200 ans après son décès, l'ombre de Napoléon agite encore l'imagination de certains, qui voient dans sa disparition non pas une mort naturelle, mais le résultat d'un empoisonnement, ou même d'une substitution du corps. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, et sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.